Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la MRC Abitibi-Ouest avec son préfet, M. Daniel Rancourt. Monsieur Rancourt, salutations. Bonjour, M. Lacasse. Monsieur Rancourt, MRC d'Abitibi-Ouest, ça fonctionne en grande. Il y a, comme à chaque année, j'en suis persuadé, 2011 s'en vient très vite. Oui, Il y a eu de grands dossiers en 2010 et je suis persuadé qu'il y aura encore en 2011 de grands dossiers. Quels sont les principaux dossiers, M. Rancourt, que la MRC aura à débattre ou à donner suite ou peu importe en 2011? Beaucoup de dossiers, puis je vais aller en dehors des sujets que je vous ai traités tantôt parce que je viens d'avoir un flash. Des fois, ça m'arrive. Bien, c'est tout à fait normal. Rendu que le flash est positif, oui. Oui, c'est très positif, mais pas nécessairement pour le monde municipal. Donc, actuellement, il y a 2 lois au Québec qui vont nous toucher tout particulièrement. Ça, quand vous dites ça, moi, j'aime pas ça. Parce que il me semble que je vous venir avec votre petit air, là, que ça ne nous fera pas plaisir aux contribuables. Non, ça ne touchera pas nécessairement le contribuable, mais ça va toucher énormément les administrateurs municipaux. On parle entre autres des conflits d'intérêts. Donc là, vous savez, le gouvernement, là, il y a une loi qui va passer, qui ne va passerait pas et autres, là, et toute l'histoire des conflits d'intérêts, à savoir l'éthique municipale. Donc là, les élus municipaux vont être obligés de suivre des cours pour être capable de suivre les règles dans l'éthique. Donc, un dossier important. Donc, parce que les municipalités vont être obligées de prendre des règlements ou des résolutions pour se cadrer là-dedans. Première chose. Deuxième chose, les contrats municipaux. Vous vous souvenez, il y a quelques années, là, la Ville de Montréal avait donné des compteurs d'eau à contrat. On a un petit peu entendu parler de ça. Hein? Ouais. M. Tremblay il ne voulait pas en parler trop, mais on a su pareil de pas mal de choses. Mais là, notre bon gouvernement, dans sa grande sagesse, au lieu de... Là, vous allez continuer, mais allez-y, mollo, M. Rancourt. Donc, le gouvernement, pour remettre un peu dans sa grande sagesse, pour être capable de bien contrôler toute la gestion des contrats, a décidé de faire des lois pour modifier les manières de faire. Et ce n'est pas une sinécure. On assiste actuellement à des sessions de formation par la FQM, l'UMQ, les unions municipales, pour voir de quelle manière on peut se préparer, parce que là, toutes les municipalités du Québec vont être obligées d'adopter un règlement municipal au 1er janvier 2011 qui va réglementer la manière d'octroyer des contrats, la manière de se préparer, la manière de diffuser l'information. Et je vous avoue, ce n'est pas une sinécure. Quand on parle, M. Rancourt, là c'est rendu administrer la ville de Macamic, administrer la ville de La Sarre, administrer la municipalité de Sainte-Rose-de-Pouillery, administrer la municipalité de Dupuis, on peut en nommer, et administrer la ville de Montréal, la ville de Québec, ça va devenir du pareil au même. Ça va nécessiter le même niveau de sécurité. La seule particularité, c'est que si vous prenez La Sarre, vous prenez Macamic, vous prenez Sainte-Rose, vous prenez Languedoc, on va être obligé de répondre aux mêmes critères. Donc, vous comprenez qu'on n'a pas le même nombre de personnes au service des citoyens pour s'assurer que telle règle va être appliquée, telle règle va être appliquée, tel règlement va être appliqué, tel règlement va être appliqué. Donc, c'est ce qui rend la situation, je dis, plus complexe et moins facilitante pour les élus municipaux. Si vous prenez une municipalité qui a 300 habitants, puis pas parce que je suis contre les municipalités de 300, là, sauf que lorsqu'on a une secrétaire à temps partiel qui travaille 2 jours semaine, avec un maire qui travaille aussi, puis des conseillers aussi, qui a un inspecteur municipal qui travaille 1 journée par semaine, vous comprenez que ces gens-là peuvent pas être au fait de l'information au même titre que la Ville de Montréal où il y a 25 fonctionnaires qui s'occupent de tel dossier. Quand vous parlez de possibilité de conflit d'intérêts, bon, ça peut, que ce soit une petite municipalité de 2000 de population ou 3000 ou une de 1 million, là, c'est la même chose. Ça veut dire que maintenant, il y aura un cadre de loi et à l'intérieur de ça, régi par une loi provinciale qui va dire
toi, tu as telle entreprise, donc si on a à demander un contrat pour le genre d'entreprise que tu peux nous donner, il faut que tu te retires à l'extérieur ou quelque chose du genre. C'est du style comme ça. Je vous donne juste un exemple Oui. qui est à l'extrême, mais qui est quand même qui illustre bien la situation. Vous avez un petit village appelons-le non personne, là, un petit village qui est à 30 km. Il y a une station d'essence dans le village et il appartient aux frères d'un des conseillers. Mhm. La municipalité n'a pas le droit de tanker ses camions dans cette station d'essence-là parce qu'on risque d'avoir un conflit d'intérêts. Donc, on va aller faire le Donc, plein. on va faire 30 km pour aller chercher 20 de gasoline pour revenir. Vous voyez là un peu, puis OK. c'est plate, sauf que dans un souci d'éthique, c'est à un moment donné, c'est où on arrête. Moi, j'appelle ça ces folies-là, là, parce qu'à un moment donné, dans Oui, le milieu, on n'est pas, c'est pas tous des voleurs. Mais là. non, voyons. OK? Ben non. Puis si le prix de l'essence est actuellement 1,07 $, là, qu'on le prenne station d'essence Canadian Tire ou qu'on le prenne l'autre, c'est 1,07 $, pareil. Donc, ça. la possibilité d'être en conflit d'intérêts parce qu'on le vend 1,07 $, c'est particulier. Puis surtout, quand on parle de possibilité de conflit d'intérêts, et je reprends votre exemple du petit poste de gaz qui est à 30 km d'une autre municipalité, qu'on ne peut pas aller faire le plein là parce que le véhicule appartient à la municipalité puis que le beau-frère du gendre, etc., détient les clés de ce poste de gaz-là, ça devient, est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, ça peut devenir de la régie interne? En ce sens, bien, regardez, là, je m'excuse, mais qu'on prenne 21 pièces et 3 quarts de gasoline pour mettre dans le véhicule de la municipalité, ça rentre en conflit d'intérêts. Est-ce qu'on peut aller si loin que ça? Moi, je trouve que c'est aberrant. Là. Je trouve que mais ça n'a pas de justement, sens, c'est où on arrête ces choses-là. Mais oui, exactement. Et où on commence et où on arrête. Parce qu'il se peut très bien qu'il arrive des situations qui ne sont pas correctes. Dans des situations comme celle-là. Mais on prend l'essence parce que c'est le plus bel exemple. Parce Oui, que là, lorsqu'il y a un prix, on a vu là, que dans le coin de Sherbrooke, là, à un moment donné, il y a eu presque une connivence entre les vendeurs d'essence pour s'assurer que le prix soit minimal et non pas maximal. Parce que oui, justement, où est le départ et la fin qu'il peut y avoir conflit? Là, je vais aller, moi, sur une autre extrême, que dans le conseil municipal de la ville de X, siège le monsieur qui a une entreprise qui vend de l'équipement lourd. La municipalité X veut acheter pour 500 000 d'équipement lourd et c'est monsieur X qui a, lui, le contrat. Ça, là, ça devient... mais ça, par exemple, ça ne doit pas exister. Ça là-dessus, sauf là, que le petit poste de gaz, lui, je peux vous dire que c'est blindé. Du moment qu'une municipalité, il faut qu'il fasse des dépenses, exemple, de 25 000 $ et plus, là, les règles de contrat, tout ce que je parlais tantôt, là, ils s'en viennent encadrantes et comme ça, là. OK? Donc, c'est parce qu'il y en a trop eu. Voilà. Mais parfois, je vais donner une affirmation lorsque la formatrice qu'on avait cette semaine, la semaine passée, c'est-à-dire sur l'obtention des contrats, c'est une avocate qui travaille pour un bureau qui disait, écoutez, actuellement, là, parce qu'il y a eu un problème particulier dans l'obtention de contrats, l'octroi de contrats à la Ville de Montréal, ces compteurs d'eau, on a décidé de faire une loi qui va tapisser le Québec, alors qu'on n'avait pas besoin de cette loi-là. C'est vrai. Vous voyez? Exactement. Puis, on ne peut pas non plus... Le gouvernement, ben non. Voilà. Et le gouvernement ne peut pas non plus mettre une loi pour Macamic, mettre une loi pour Saint-Jérôme, mettre une loi pour La Sarre, mettre une loi pour Montréal, Non, là, c'est une loi et non pas des lois. Toi, tu as telle affaire chez vous, tu vas avoir le droit d'aller justement faire le plein d'essence là, à station-service parce que ton autre est à 30 km. Mais toi, là-bas, à Montréal, tu peux pas le faire parce que, tu sais, non, mais là...
on va se ramasser. Déjà, la paperasserie, il y en a passablement. Regardez là, comment est-ce qu'il y en a de la paperasserie. C'est rien que le préfet. C'est la vôtre. J'en ai beaucoup moins, ouais. Oui, exactement. Fait que c'est ce qui s'en Donc, vient. c'est deux dossiers importants qui vont avoir une incidence sur la vie municipale. C'est ça, exactement. Locale. Exactement. Maintenant, je suis ici plus pour au niveau MRC comme tel. Fait qu'on Non, mais ça fait rien parce que j'aime quand même toucher à ces sujets-là parce que ça fait quand même partie de la MRC à ce moment-là. Et juste pour vous donner un petit commentaire, lors de la formation, j'ai été accompagné d'un maire d'une de nos municipalités ici, puis il me disait, Daniel, qu'est-ce que je fais ici? Lorsque je me suis présenté à la politique municipale, c'était pas pour avoir ce genre de problème, c'était pour me mettre au service de ma population, pour être capable de développer des projets chez nous, puis être capable de faire avancer notre milieu. Et c'est justement, là, M. Rancourt, est-ce que ça va faire reculer des personnes très compétentes en politique municipale? Est-ce que ces personnes-là, un jour, peuvent dire, moi, là, ça s'en vient trop compliqué. Moi, c'était pas mon but, comme vous avez dit tantôt. C'était pas mon but, moi, là de m'envoyer dans une espèce de cadre, là, que, bon, là, si je fais ça, je peux me faire taper ses doigts. Si je fais ça, je m'en fais taper ses doigts. Ça, je peux le faire. Je suis pas venu en politique municipale pour ça. Moi, je suis venu en politique municipale l'honnêteté, puis développer ma municipalité. Est-ce que ça peut faire reculer de bonnes personnes compétentes? Regardez, je dis pas que ça va... Je dis ça va faire reculer. Ça va faire reculer. C'est officiel. Avec le degré de complexité que le travail demande maintenant, de plus en plus, il va y avoir des gens qui vont être hésitants, puis même de très bons candidats vont dire non, merci. C'est dommage, mais c'est... Du moment que le degré de complexité augmente, on a l'impression que le plaisir diminue. Exactement. Bon, fait que M. Rancourt, on va passer à un autre sujet. Non pas que ce sujet-là n'était pas intéressant, puis je suis content que vous l'ayez emporté parce que ça va changer beaucoup, beaucoup de choses dans les conseils municipaux. Exactement. Et surtout, le dernier point qu'on a touché ensemble il y a quelques minutes, ça va faire reculer de très bonnes de personnes politiques qui venaient en politique municipale pour développer leur municipalité. Je ne dis pas qu'on va se ramasser avec des personnes moins compétentes. Non, absolument ce n'est pas ça. Sauf que on va parler de personnes qui venaient en politique pour tel but, et ce but-là, ils vont dire, moi, là, je ne peux plus. Voilà. Je ne suis plus capable, alors je m'en vais. Voilà. Et on va perdre d'excellents candidats. Monsieur Rancourt, le développement des grandes surfaces à Rouyn-Noranda, ça ne plaît pas beaucoup en Abitibi-Ouest. L'Abitibi-Ouest anticipe d'ores et déjà des conséquences néfastes pour un tel projet. On sait que Mme Fontaine, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, a dit qu'elle déclarait travailler plus fort pour favoriser l'achat local. Quelle est la position de la MRC d'Abitibi-Ouest dans ce dossier? Écoutez, M. Lacaze, on est coincé dans un dilemme, à savoir, est-ce qu'on veut avoir le plus de services possible ou est-ce qu'on veut avoir les services le plus près possible de nos populations? Et le dilemme est là. Et c'est pas vous ni moi qui va prendre cette décision-là, c'est le consommateur. C'est vrai. C'est le consommateur qui est roi et maître là-dedans. Si le consommateur dit « Moi, ça ne me dérange pas de monter à Rouen », puis je prends cet exemple-là, ou d'aller à Val-d'Or ou aller à Montréal pour aller chez Costco ou autre, ça ne me dérange pas de faire le déplacement parce que j'ai une économie de $1, $2, $3 sur tel article. Tant que lui, ça ne le dérange pas, bien, ça nous replace le problème en pleine figure, à savoir les services de proximité que tout le monde souhaite, puis tout le monde dit c'est important, c'est essentiel qu'on ait des services de proximité dans nos milieux. Puis prenez là l'exemple que je vous donne d'aller vers Rouen ou d'aller vers Val-d'Or. Le même problème se pose à l'intérieur de notre MRC. Si on dit on a un chef-lieu qui est Lazare, puis tant mieux, on a un chef-lieu, on a Lazare. Par contre, les gens qui sont à Autier, les gens qui sont à Saint-Lambert, eux autres, là, lorsqu'on parle de services de proximité, on parle de quoi? On parle, est-ce que Dupuis, c'est assez proximatif de Saint-Lambert ou c'est trop loin? Ah, c'est sûr. C'est garanti qu'il y a... La question est là. C'est ça.
La question se pose là, Voilà. à ce moment-là. Fait que vous comprenez que l'opposition comme MRC, c'est dire d'avoir des services de proximité le plus près possible des citoyens pour répondre à l'éventail de ses besoins. OK? Donc, on dit, nous, on a aussi quelques grandes surfaces. Là. Vous prenez, exemple, là, pour ne pas le nommer, Canadian Tire, la SAR, ça commence à une belle grande surface. Oui. Prenez Maxi, ça commence à être une belle grande surface. Oui. Mais les petites épiceries qui sont dans les différents milieux, lorsque quelques épiceries comme Maxi s'installent, là, je vous assure qu'ils regardent et disent... Ils ne la trouvent pas drôle. Ils la trouvent pas drôle. Comme l'Abitibi-Ouest ne trouve pas drôle les grandes surfaces à Rouen. D'ailleurs, il va s'en installer là, Voilà. une énorme grande surface à Rouen Voilà. bientôt. Là. Voilà. Tout le monde, que ce soit d'Abitibi-Est ou d'Abitibi-Ouest ou du Témiscamingue, va converger vers Rouyn-Noranda. Voilà. À ce moment-là, la MRC d'Abitibi-Ouest ne voit pas d'un bon œil et c'est tout à fait normal aussi. Voilà. Puis le plus triste là-dedans, c'est le fait, lorsqu'on va, puis vous l'avez fait, puis je le fais, puis plusieurs de nos téléspectateurs le font aussi, lorsqu'on va chercher des articles dans ces grandes surfaces-là, on revient souvent avec un produit qu'on connaît, puis qu'on aurait pu avoir chez notre voisin d'à côté, à prix presque compétitif. Mais si on prend le coût de l'essence pour aller le chercher, puis le ramener, on arrive presque égal. Non, c'est sûr. C'est qu'il y a une manière de compter que très souvent, on se demande chez certaines personnes, comment tu comptes ça? Voilà. Fait que c'est sûr que comme préfet de la MRC, puis comme maire de municipalité, je suis pas pour l'idée d'avoir des grandes surfaces qui vont drainer toute notre population. Mais d'un autre côté, si les gens aiment aller visiter ces endroits-là, ce choix-là, ça leur appartient. C'est ça. Exactement. Je peux toujours les influencer puis leur dire, regardez, là, vous ne gagnez pas nécessairement. Notre milieu va perdre si on décide, tout le monde, tous ceux qui ont des autos décident d'aller magasiner à Rouen. Bien, c'est sûr que chez nous, par exemple à Mécamic, ici, là, les commerces qui sont ici, là, ils vont prendre ça difficile. C'est sûr. Puis même ceux de la Sarre vont prendre ça difficile, d'où la réaction de Mme Lafontaine. C'est ça. C'est clair et net. Donc, c'est sûr qu'on est contre ça. Par contre, on est coincé entre l'idée que le citoyen qui nous regarde actuellement dit, ben moi, j'aime ça avoir beaucoup de choix. J'aime ça d'aller dans une surface plus grande. J'aime ça, j'ai l'impression d'être dans une grande ville. Ouais. Puis, moi, il y a quelque chose que j'ai reçu sur un fil de presse il n'y a pas tellement longtemps que j'ai trouvé tellement bon. Il faut que je vous en parle parce que ce sont vos paroles à vous. OK. Qui dit « Je parle souvent avec les citoyens de l'importance d'acheter ici et tous en conviennent. » a raconté M. Rancourt. Mais quand c'est le temps de passer à l'action, et c'est là que je vous ai trouvé très drôle, mais très juste également, je suis obligé de le dire que vous êtes juste, du moins pour ça, M. Rancourt. Je constate que chez ces mêmes personnes, les babines ne suivent pas souvent les bottines. Là, celle-là, je l'ai trouvé tellement bonne. Et c'est vrai. Et écoutez, c'est la vie du choix. Qui appartient à chacun. C'est démocratique. Puis bon, regarde, tu veux aller faire ton épicerie à Rouen, tu veux aller dans les grandes surfaces à Rouen, regarde, vas-y, c'est un choix. Mais il faut que tu penses que plus tu vas y aller, je parle des gens de l'Abitibi-Ouest, plus tu vas y aller, plus tu vas peut-être créer des pertes d'emploi chez vous. Ça, c'est une chose. Voilà, et une diminution du service que tu souhaites toujours avoir au maximum. Exactement, c'est exactement ça. Monsieur Rancourt, moi, j'aimerais que l'on parle de la position de la MRC d'Abitibi-Ouest dans le dossier de Tembec-Taschereau. On sait que Taschereau est fermé actuellement. Moi, je parle avec les politiciens très souvent. On me dit que ce n'est pas définitif. D'autres me disent que ça va être difficile. D'autres me disent, blabla, etc. On pourrait en parler beaucoup. Pour la MRC d'Abitibi-Ouest, c'est sûr que c'est un dossier, d'après moi, que je considère comme étant primordial parce qu'on parle d'une centaine d'emplois ou à peu près. Exactement. La position de la MRC d'Abitibi-Ouest dans ça et le dossier de la municipalité d'Abitibi-Ouest dans ça. Donc, la position de la MRC, c'est de dire que actuellement, nous, ce qu'on souhaite, c'est que Tembec ouvre l'usine de Tachereau. C'est clair et net. Mais il faut comprendre, lorsqu'on dit ça, on dit quelque chose, mais on ne résout rien. Parce qu'actuellement, si l'usine de Tachereau est fermée,
c'est parce que les États-Unis, Oui, ils ne fonctionnent pas. C'est sûr, c'est sûr. OK? On est rendu à 400 000 constructions maison par année, ou dans les bonnes années, on parlait de 1,5 à 1,6 million. Voilà. Fait que c'est une Donc, différence énorme. c'est sûr que nous, là, on déplore énormément le fait que l'usine ne fonctionne pas. On souhaite pour les gens de tout notre secteur qu'elle puisse réouvrir au maximum. Donc, ça, on souhaite ça. Par contre, on dit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les prises qu'on a pour être capable de supporter notre milieu? Parce que Tachereau, c'est notre milieu aussi. Oui, là. c'est sûr, c'est Qu'est-ce sûr. qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai jasé avec des gens qui disaient, bon, on pourrait se mettre ensemble et acheter l'usine. Écoutez, l'usine, là, actuellement, pour Tembec, n'est pas payante. Est-ce qu'elle va l'être pour un groupe de personnes? Voilà. On me donne l'exemple pour me contredire quand je dis des affirmations semblables. On dit, ouais, mais regarde, là, dans le coin d'Amos, il y a deux usines qui sont indépendantes, qui continuent à rouler puis qui fonctionnent bien. Oui, il faut penser une chose. Ces deux usines-là, ça fait des années qu'ils travaillent à développer un créneau particulier pour écouler le produit. C'est ça. Fait que c'est pas demain matin, monsieur Lacaze, vous arrivez avec la possibilité de, s'il y a du 2 par 4, tu dis, j'ai du 2 par 4 à vendre, je suis pas sûr qu'il va y avoir beaucoup d'acheteurs. Pourquoi? Parce que pour acheter le La bois, demande n'est pas là. faut le vendre, Ah oui, c'est ça. puis l'acheteur qui va acheter votre bois, il n'est pas là. C'est ça. Donc, nous, on est... Puis d'ailleurs, la MRC, elle fait plusieurs fois qu'elle fait des résolutions, qu'elle dit, on veut que l'usine soit ouverte, on veut protéger les CAF attachés à l'usine, on veut qu'ils restent là, on ne veut pas les déplacer, on ne veut pas qu'ils soient pris par d'autres, on veut que ça soit pour eux autres, et c'est correct. Sauf que, lorsqu'on a tout dit ça, on se retourne de bord et on dit, quels sont les moyens d'action qui nous appartiennent, qui vont permettre à cette usine-là d'ouvrir. Puis je dois vous avouer que jusqu'à présent, je cherche encore. Puis je ne suis pas tout seul à chercher. Il y a beaucoup de monde qui cherche aussi. Et c'est pas évident. Donc, pour l'instant, la MRC de BTBS travaille sur le dossier, mais comme vous avez si bien dit, là où les solutions ne sont peut-être pas pour demain. C'est pas pour demain. D'ailleurs, je parlais avec le contremaître, le responsable de l'usine de la Serre et Tachereau en même temps, puis il me disait, regarde là, on nous disait 2010, 2011, la reprise, on a eu un soubresaut au printemps passé, où le bois, tout d'un coup, puis a augmenté, mais ça n'a pas été long que ça s'est revenu à peu près au prix normal. Normal pour c'est ainsi, là. Et on sait, puis Alain me disait, actuellement, là, on ne prévoit pas avant fin 2011, début 2012, avant que la construction puisse repartir. Puis ça, vous êtes en mesure de suivre les développements. Oui. La situation de l'économie américaine est loin d'être évidente. Elle n'est pas évidente du tout. Puis quand on parlait justement, on disait fin 2010, ma mémoire est fidèle, j'en parlais avec M. Roy de Nord-Bord, puis il y a quelques années passées, là, quand la crise forestière est arrivée, on parlait d'une reprise possible dans le domaine de construction résidentielle aux États-Unis. On parlait, si on peut approcher le 1 million, 1,1 million de construction, nous autres, on va s'en ressentir et il y aura peut-être une recrudescence dans les moulins, etc. Mais au dernier chiffre, on était encore à 1 demi-million. Donc, il manque 1 demi-million encore. Puis c'est pas demain matin, parce qu'il y a plusieurs centaines de milliers de maisons aux États-Unis qui sont à vendre. Donc, si on en a à vendre, on n'en construira pas d'autres. Voilà. Fait qu'on en est rendu à la bulle immobilière qu'eux ont vécu, puis que nous, on a eu la chance de ne pas vivre. La particularité, c'est que eux, nos producteurs de bois toute leur production était presque enlignée vers eux autres. C'est ça, oui, exactement. Ce qui fait que, parce que chez nous, ici, tout, comme on dit dans notre bon langage, on s'enligne américain. Voilà. Et on traverse la frontière, puis c'est là, nous autres, qu'on s'en va. Et là, elle est fermée, la frontière. Oui, elle est fermée, la frontière, donc on ne peut pas passer par-dessus la barrière. Hein? Elle n'est pas fermée, M. Lacaze, sauf qu'à chaque fois qu'on passe, on paye une amende, on paye une taxe. C'est ça. Fait que c'est pour ça. Très brièvement, M. Rancourt, nouvelle initiative de la MRC d'Abitibi-Ouest, partenariat avec Jour de la Terre. Ça, ce sont de petits composts domestiques. Les petits composteurs, oui. Les petits composteurs domestiques. Oui. Ça fait moins de déchets à l'enfouissement, etc. Ça paraît peut-être minime, mais c'est énorme.
C'est intéressant pour notre milieu. Donc, il y a une fondation au Jour de la Terre qui est en association avec la fondation IGA. IGA, oui, exactement. Donc, la MRC a appliqué sur le programme avec IGA et la fondation a donné 200 composteurs pour le territoire de la MRC. Donc, nous, ce qu'on a fait en association avec Recyclo Nord, on a demandé des formations qui soient faites dans les quatre endroits au niveau. Ici, il y en avait à Lazare, il y en avait dans le coin du Puy, dans le secteur Est à Mécamic et le secteur Sud à Palmarolle. Donc, il y a eu des formations qui ont été données. Et lors de cette formation-là, les gens qui voulaient pouvaient se procurer un composteur d'une valeur d'autour de 80 et était vendu à 12 À 12 Et tous les composteurs, vous comprenez, ils ont eu preneur. Donc, la campagne était intéressante. Donc, on a plus de monde qui sont sensibilisés au compostage. Puis, comme je disais lors d'une précédente rencontre, actuellement, vous savez, la courbe de population, comment ça marche, hein? Vous avez du monde qui sont complètement indifférents, puis vous avez des passionnés. Dans tous les sujets. Oui. Dans le compostage aussi. Fait qu'on a notre courbe, notre belle cloche. Fait que là, les passionnés là, de compostage, eux autres sont couverts. Il reste le reste. Oui, exactement. Donc, il faut amener notre citoyen à notre cloche, là, c'est-à-dire les gens qui font la partie majoritaire de la population, qui sont, bon, c'est important, ou ben, c'est pas si grave que ça et autres. Il faut comprendre, il faut faire comprendre à ces gens-là que le compostage, c'est une des seules manières qu'ils ont de faire diminuer leur poubelle et faire diminuer par ricochet le prix de la poubelle. Parce que vous savez que ça coûte cher. Ça coûte très cher. Puis, on recycle de plus en plus aujourd'hui. On fait du compostage de plus en plus. Puis, avec le Centre de valorisation des matières résiduelles, moi, j'y suis allé. Puis, et soit dit en passant, c'est vraiment quelque chose de très, très, très bien. On a pu là, acheter toutes sortes de choses. On va passer dans la raccroche, là, puis on va aller acheter ça là. Non, franchement, là, il faut que ce soit fini. Ça, parce qu'avant ça, là, il est vrai, c'était pas correct de le faire. Mais avant ça, où est-ce que je vais mettre mes vieux pneus? Où est-ce que je vais mettre ma vieille batterie? J'ai pas de place, personne ne ramasse ça. Je mets ça au chemin, ils ramassent pas ça. Là, aujourd'hui, dans le petit livre que vous avez devant vous, là, on n'aura même pas le temps de regarder parce qu'il reste à peine 2 minutes. Avec cet outil-là, on peut savoir où disposer. Maintenant, je voulais juste rajouter quelque chose, M. Lacarte. Vous dites, on peut recycler, oui. Notre poubelle, là, moi, je dis, il y a 3 contenus. Le contenu qui pourrait être recyclé, le contenu qu'on va enfouir, parce qu'on ne peut rien faire avec, et le contenu qu'on peut composter. C'est ça. Vous comprenez que le compostage, là, vous ne l'envoyez pas dans 2 autres. Celui-là, là, on le travaille chez soi, puis on ne le met pas dans les poubelles. Donc, on ne payera pas pour faire. Puis on paye 12,50 $, puis on s'achète un beau petit composteur domestique. Monsieur Rancourt, merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions. Alors, des nouvelles de la MRC. On aurait voulu parler du fameux bottin vert qui est extraordinaire, soit dit en passant, qui donne réponse à 90 % de nos questions. Alors, on en parlera dans une prochaine émission. Parfait. Monsieur Rancourt, je vous remercie infiniment. Merci de m'avoir invité. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission dont on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.